Salut, c'est Guillaume Canet. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans cet épisode d'Avis désastreux à Cannes jour 0. Alors pourquoi jour 0? Vous avez pu le remarquer dans le titre. Je vais pas vous parler des films de Cannes parce que Cannes n'a pas encore commencé, j'enregistre ça. Mais je vais vous parler des films que j'ai rattrapés pour le Festival de Cannes. Chacun des films étant lié à un réalisateur ou une réalisatrice qui vient présenter un film à Cannes, que ce soit en compétition officielle, mais ça peut être très bien en quinte première, quinzaine des cinéastes, et assis de souvenirs. Juste avant que commence cette capsule, on va dire, petites informations concernant les prochains épisodes de ce format-là. Ça va apparaître de manière assez aléatoire en fait en termes d'horaire. Je ne sais pas vraiment, j'aurai pas un horaire fixe. C'est que ça peut très bien sortir à 7h du matin, tout comme ça sortira à 18h. Je vous avoue, je ne saurais pas trop. Je vais essayer de sortir ça le lendemain des films que j'aurai vus. Du coup, la veille. Et aussi, si vous m'écoutez sur YouTube, ou sur Deezer, je vous conseille d'aller sur une autre plateforme, style Spotify ou Google Podcast ou Apple Podcast, parce que ce sont des plateformes qui sortent rapidement les épisodes une fois que je les ai sortis. C'est-à-dire que YouTube, ça va toujours prendre un petit peu plus de temps, vu que ça upload une vidéo, et Deezer, je sais pas pourquoi, mais Deezer, on a toujours, non pas 10 heures d'intervalle, mais 2 jours. Donc voilà, si vous voulez être vraiment mis au courant jour par jour et quasiment en direct auprès du festival, vous pourrez le faire là-bas. C'est bon, je pense que l'introduction est terminée. Donc, voici les 14 films que j'ai vus. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit top des familles, comme on dit, pour monter graduellement du film que j'ai le moins aimé au film que j'ai préféré. Et on commence direct avec Tonnerre de Guillaume Braque. C'est son premier long métrage. Il avait réalisé avant Le Monde des femmes. Non, Un monde sans femmes. L'exact opposé du titre que je viens de sortir. Écoutez, j'enregistre à 23h. Voilà, vous avez suffisamment d'informations. Donc du coup, Tonnerre, comme je vous ai dit, c'est le premier long métrage de Guillaume Braque. Guillaume Braque que j'ai découvert comme beaucoup avec son film À l'abordage, que j'ai adoré. C'est vraiment une comédie que je vous conseille si vous l'avez jamais vu parce que c'est très drôle, c'est vraiment bien filmé. Je trouve que le dynamisme fonctionne extrêmement bien entre les personnages. C'est chaleureux. Et Tonnerre, c'est tout l'inverse. Tonnerre, ça veut raconter une histoire d'amour, mais je n'y crois absolument pas. Je la trouve cringe, et en plus, le film veut essayer de dénoncer une certaine forme de masculinité toxique, enfin très toxique là, mais j'ai l'impression qu'il le dénonce à partir d'un certain moment, alors que le comportement de Vincent Macaigne est problématique dès le début. Donc à partir de là, déjà, ça commence mal. Après, de manière générale, j'ai absolument pas accroché ni à l'histoire ni au personnage. Je trouve que d'un point de vue photo, c'est pas que c'est laid, c'est que c'est extrêmement froid. Alors ça se passe en hiver dans un petit village reculé, à Tonnerre justement. Mais c'est pas pour autant que faut bâcler la photo. Donc voilà, les seuls points positifs, on va dire, c'est qu'il y a 2-3 petites envolées musicales. Vous allez voir, ça va revenir ça. Et les personnages du village, de temps en temps, il y a des moments où tu crois un petit peu à ce que tu vois, ça a l'air sincère et donc du coup par extension c'est sympa à suivre. Mais à part ça, bof. On augmente d'une place avec un film, mais vraiment ça me rend trop triste qu'il soit là. C'est The Doors d'Oliver Stone. Oliver Stone, c'est un réalisateur que j'aime bien. Alors je suis au début de sa filmographie, mais que ce soit entre Platoon et Né un 4 juillet, c'est 2 films que j'adore. Et, spoiler alerte, il y en a un second qui va arriver vachement plus haut. Mais du coup, The Doors, ouais, c'est un film que je voulais voir depuis longtemps parce que déjà j'aime bien les biopics à partir du moment où il y a une vision d'auteur qui est défendue, hein, pas une sorte de simple fiche Wikipédia. Et je me dis, The Doors, c'est Oliver Stone. Je sais que ça faisait des années qu'il voulait adapter ce film. Quand il est sorti en 91, il voulait l'adapter depuis 20 ans de souvenirs. Il a découvert ça durant le Vietnam. Il voulait vraiment en parler. Donc je me suis dit, c'est super, il va filmer un portrait de l'Amérique. Et je me retrouve face à un film, je vais pas dire académique, mais vraiment consensuel. Je ne vois pas en quoi ce film va se détacher d'un autre biopic habituel comme on peut en avoir actuellement avec Back to Black ou Bob Marley One Love. C'est que, en fait, le seul truc qui va les différencier, bon, je les ai pas vus donc je peux pas en parler, mais c'est que il va attaquer frontalement la figure de Jim Morrison en montrant un petit peu, du coup, par quoi il est passé, la drogue, ses excès de violence, de folie, etc.
Mais à part ça, vraiment, je vois pas qu'est-ce que ce biopic a de si particulier. Même en termes de scène, vraiment, à part la scène où il est torse nu, il chante dans la foule et qu'à un moment il s'adresse à la caméra, scène que je trouve vraiment géniale, et Val Kilmer qui est exceptionnel, et vraiment ça c'est par contre du début à la fin, Val Kilmer est exceptionnel. C'est pas un film qui me marque. Et c'est vraiment quelque chose qui me, je vais pas dire qui me déçoit, mais je suis vraiment triste. Je m'attendais vraiment à mieux. Alors c'est peut-être que j'avais trop d'attentes autour de ce film, mais voilà. Je le reverrai peut-être un jour. Ah oui, je l'ai vu en director's cut. Voilà, je sais pas trop c'est quoi la différence avec la version ciné, mais voilà. Mais bon, bref. Vraiment déçu et c'est dommage. On monte, mais en vrai, on reste à peu près au même niveau avec Au-delà des montagnes, le premier film que je découvre de son réalisateur Jia Zhangzi. Et comme je vous ai dit, c'est le même niveau, donc c'est encore une fois un film auquel j'ai pas accroché. Ça va te raconter l'histoire de différents personnages à travers 3 temporalités, mais chaque temporalité, on est sur une sorte de personnage différent. Alors pas à la Cloud Atlas, en fait je vous explique. Ça se passe entre 99, 2014 et 2025. Ça commence par un triangle amoureux. 2014, c'est les conséquences du choix du triangle amoureux. Et 2025, c'est de ce triangle amoureux, il y a une relation. Et de cette relation, il y a un enfant. Et 2025, c'est qu'est-ce qui se passe dans la vie de cet enfant. En fait, moi, ce qui va me déranger dans ce film, c'est que son réalisateur, à travers ses personnages, veut parler de la Chine, de son évolution, sa politique, et parler du rapport à l'identité et à nos origines. C'est quelque chose qui va énormément revenir à travers les personnages. Et le truc, c'est que les personnages, alors c'est quoi on va dire, c'est pas des personnages, c'est des symboles. C'est vraiment, c'est ça, c'est des symboles. Ils représentent des décisions, des choix politiques, mais je ne crois pas en personnage. Je n'arrive pas à avoir de l'attache émotionnelle parce que si ce n'est quelques scènes, que ce soit une scène d'enterrement ou une scène de déclaration d'amour, même si la manière dont c'est filmé, c'est assez bizarre, je n'arrive pas à m'impliquer parce que je trouve que le film, déjà, a une distance. La manière dont il va filmer les personnages, il va toujours rester à distance, ce qui, d'un côté, t'enlève l'artificialité de la mise en scène pour filmer tel quel, donc c'est cool. Mais en même temps, tu me permets pas de m'attacher à eux. Et en plus, comme je vous ai dit, c'est que ils ne sont pas ancrés dans une réalité palpable et émotionnelle. Voilà, ils ne sont qu'au service d'une histoire et j'arrive pas à aller au-delà de ça. Donc à partir de ça, ça me bloque. Et c'est dommage, mais c'est pas pour autant que je vais m'arrêter à cette première impression. J'irai évidemment découvrir son film qui est du coup en compétition officielle pour voir un petit peu ce qu'il en retourne. Donc voilà, donc là c'était les 3 films que j'ai trouvé pas fous, c'était des petites déceptions. Et à partir de là, ça commence à devenir un petit peu intéressant. On continue avec notre cher David Cronenberg. Et oui, il est là, enfin. David Cronenberg, c'est un cinéaste dont je m'étais fait un premier marathon, j'avais vu 12 films. Et ce que je dis souvent, c'est que sur les 12, il y en a 6 que j'aime, 6 que j'aime pas. Donc, je me suis dit, est-ce que là, enfin, je vais aimer? Eh ben oui. On commence du coup avec le premier Frisson. C'est donc le 3e long métrage de David Cronenberg après les très mauvais Stéréo et Crime of the Future. Je sais pas qui sont ces gens qui aiment ces films. Je sais qu'il y en a parmi vous. Pourquoi vous aimez ces films? Qu'est-ce qu'ils ont d'exceptionnel? Ils sont nuls. J'en ai rien à foutre, ils sont nuls. Bref, excusez-moi. Donc du coup, Frisson, c'est l'idée la plus génialement conne de l'histoire, à savoir, et si les zombies, au lieu de vouloir tuer ou bouffer les gens, en fait, ils voulaient juste niquer. C'est littéralement ça, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une sorte de film de zombies où dès que tu es contaminé par un zombie, tu as envie de baiser tout ce qui passe. Mais vraiment tout ce qui passe. D'ailleurs, le film est un petit peu limite par rapport à ça. Et donc, voilà. Alors, ce qui est cool avec David Cronenberg, c'est que la plupart du temps, ces films, ils durent pas très longtemps. C'est 1h30 max. Enfin, jusqu'à un certain moment, mais en tout cas, au début de sa carrière, c'est vraiment quelqu'un qui va à l'essentiel. Même s'il va à l'essentiel, il va attendre quand même 40 minutes avant qu'on commence à vraiment comprendre ce que veut faire le film, mais ça veut dire la moitié, et ensuite à la moitié du film où c'est juste des gens qui veulent baiser, d'autres gens qui veulent pas être baisés. Et c'est là un des petits points avec lequel j'ai un petit peu de mal, c'est que dans sa manière dont il va traiter les agressions sexuelles. C'est que c'est pas que c'est fun, c'est que c'est un peu par-dessus la jambe. Et le film va être un petit peu, pas lourdeau, mais un petit peu genre mauvais élève, en mode oh bah tiens, je vais te montrer, il y a un moment il va vouloir baiser une gamine, tout ça, à un moment il va vouloir baiser une meuf qui a pas envie d'être baisée. Donc c'est cru. Alors le film a quand même l'intelligence de pas nous montrer les scènes de sexe, encore merci. Ça dépend lesquelles, mais en tout cas, ce genre de scènes de sexe.
Mais c'est vrai que, bon, voilà, ce traitement-là, bon. Après, c'est aussi un de ses premiers films, donc il y a des moments de flottement, les dialogues sont pas hyper fous et les acteurs, ça cabotine pas mal. Par contre, ce qui est quand même cool, c'est que c'est un film où on va avoir un petit peu le prémisse de son body horror. On le retrouve pas tant dans ses films précédents, mais là, c'est vrai que par exemple, il y a une scène qui, alors c'est sorti en 75, va rappeler un petit peu Alien. Alors, il n'y a pas d'alien qui va sortir du ventre, mais vraiment dans ce ventre qui est en train de se métamorphoser avec une sorte de virus, de parasite. Oui, parce que le film, il dit pas que c'est des zombies, il dit oui, ils sont touchés par un parasite. Parce que David Cronenberg, au début de sa filmographie, il adorait tout mettre dans l'univers médical. Il a vraiment un truc avec ça. Mais bref, voilà. Donc, c'est un film un peu fun, pas très bon, mais fun. Donc voilà, ça se regarde et comme je vous ai dit, vu que ça dure 1h30, ça se voit très facilement. Et tant que nous sommes sur David Cronenberg, nous passons du coup au top 10 avec le 10e film, Chromosome 3. Alors Chromosome 3, là, donc ça sort 4 ans plus tard après Frisson. Et c'est un film que déjà j'ai un petit peu plus apprécié. Alors déjà, je vous parlais du rapport au body horror. Là, c'est vrai que le body horror est présent, surtout sur la géniale scène de fin, mais il va le mettre un peu plus en retrait pour se concentrer sur le drame et surtout sur les relations humaines. Ça, c'est le truc que je reproche un petit peu sur Frisson, c'est que vas-y, je te mets des personnages, mais mon objectif, c'est que ils arrivent jusqu'à une certaine situation, donc, et comment ils réagissent face à celle-ci. Là, ce qui va dépeindre, c'est en fait, du coup, cet homme qui va essayer d'un côté, de sauver sa femme, parce qu'il la trouve plongée dans une sorte de dérive sectaire et médicale. Et quand tu connais un petit peu que David Cronenberg a voulu faire pareil avec sa femme, il y a un côté autobiographique qui du coup marque. Et c'est vrai que c'est justement comme je vous ai dit par rapport au rapport au body horror, vu qu'il le met en arrière. Ce qu'il veut filmer, c'est des personnages. Et du coup, ça fonctionne vraiment bien. Il y a des petits moments où on s'ennuie, je vais pas mentir. Le film, encore une fois, il fait moins d'1h30. Il y a des petits moments de flottement. Mais dans l'ensemble, ça se suit vraiment de manière assez agréable. Et vraiment, il y a ce final qui est superbe. C'est viscéral, c'est sanglant, c'est organique. Si vous avez eu l'occasion de voir la nouvelle affiche pour sa ressortie après le Festival Lumière, c'est vraiment cette scène-là. Et la scène de fin est superbe. Voilà. Et après, il y a tout le reste qui s'ensuit. C'est un film mineur dans la filmographie de David Cronenberg. Il n'empêche que c'est un agréable moment. Donc si vous l'avez pas vu et que vous aimez bien David Cronenberg, je vous encourage à découvrir Chromosome 3, en tout cas plus que frisson. On continue avec le numéro 9, La Grande Bellezza de Pablo Sorrentino. Alors Sorrentino, c'est le premier film que je découvre de sa filmographie. Et c'est également le dernier film que j'ai découvert, là je l'ai vu il y a à peine du coup quelques heures. Alors, c'est un chouette film. Attention, s'il est là, comme vous avez compris, on va de mieux en mieux. Le film, en fait, son objectif, son postulat de base, c'est filmer le mal-être d'une bourgeoisie vieillissante. C'est pas un film qui a un scénario très précis, très tracé, c'est parce qu'on va le suivre à travers l'errance d'un vieux journaliste à succès rempli d'amertume et d'inquiétude. Et qui est un bobo, mais ça on y reviendra. Je vais commencer par le point qui va un petit peu me déranger, c'est que, comme je vous ai dit, c'est filmer le mal-être d'une bourgeoisie vieillissante. Ça filme une bourgeoisie. Et vraiment, le film, il va pas avec le dos de la cuillère. Quand il te filme la bourgeoisie, c'est que il va te filmer Rome magnifiquement, ça on y revient. Mais Rome est soit vide, soit il n'y a que des bourgeois. À aucun moment, on va filmer une autre personne en dehors de la caste bourgeoise, excepté la femme de ménage du personnage principal. Et alors, je dis pas qu'il faut pas la filmer ou qu'ils ne peuvent pas être touchés par un mal-être, c'est juste que ça raconte quelque chose. Et surtout que leurs problèmes à eux, c'est des problèmes assez mineurs. Et donc c'est vrai que avoir ce truc de, vous savez, oui on est riche, oui on vit bien, et oui on n'a pas besoin de travailler pour vivre, mais c'est quand même pas facile. Ouais, bon, c'est un point de vue qui est difficile à défendre. Après, le film a quand même l'intelligence de s'interroger par rapport à ça, en disant que, mine de rien, c'est que du blabla. Et aussi, Sorrentino, dans sa manière de filmer, il y a certaines scènes où tu te rends compte que même s'il a de l'admiration, non, c'est pas de l'admiration, c'est de la fascination plutôt pour la bourgeoisie, par certains aspects, il est en train un petit peu de la juger.
Et l'autre aspect qui m'a un petit peu dérangé, c'est la représentation des corps, principalement féminins, qui sont souvent nus. Et quand elles sont nues, c'est souvent parce que elles font partie des critères de beauté, des canons de beauté actuels. Alors, je comprends qu'il y a une sorte de parallèle avec l'art, les statues, tout ça. T'as vu comme le corps, il est beau, etc. Mais bon, voilà, ça ne concerne pas tout le monde, ça ne concerne que certains aspects. Bon, voilà, ça me titille un peu. Mais bon, là, vous êtes en train de dire, bon, en fait, il a rien à faire en la 9e position. Si, parce que putain, c'est beau. C'est beau, c'est vraiment très très beau. La manière dont il va filmer ses plans, comment il va filmer Rome, c'est une lettre d'amour à Rome. C'est vraiment, c'est une déclaration. C'est chaque plan, chaque endroit est magnifié. Et non seulement Rome, cette ville, mais aussi ses personnages. Parce que comme je vous dis, il a une fascination pour la bourgeoisie. Et son personnage principal, donc Jep, interprété par Tony Servillo, qui est incroyable. C'est vraiment un personnage avec lequel il a beaucoup d'admiration, pas d'admiration encore une fois, mais genre il aime ce personnage, il aime le filmer, il aime filmer son errance, il veut vraiment... voilà, ce personnage, il a un charme, il a du cynisme, il a de la sensibilité. Et voilà, et tu sens que Sorrentino, il kiffe filmer ce personnage, il kiffe filmer les interactions avec les autres personnages, et du coup, ça donne un film vraiment très beau. Et je vous ai parlé des envolées lyriques. Là, le film en a plusieurs. Il y a des moments où ce que les chœurs vont se lancer et la caméra va suivre, il va filmer encore. Et voilà, c'est très beau. Et même si, comme je vous ai dit, j'ai du mal à ce qu'il ne filme que la bourgeoisie, mine de rien, un homme qui est emprunt au doute sur sa vie, sur ses choix, sur ses anciens amours, rattaché à ses souvenirs, à sa nostalgie. Il est misanthrope et en même temps, il est vraiment amoureux des gens. Je veux dire, il aime les gens qui l'entourent. C'est quelque chose que j'ai suivi avec vraiment attention. C'était plaisant à suivre. Le film fait 2h20. Je sais qu'il y en a qui ont un petit peu du mal avec le rythme du film, qui est lent, contemplatif. Moi, j'ai trouvé ça super. Donc, j'ai pas envie d'être bourgeois. Enfin, j'ai très envie d'être romain. On va continuer avec le numéro 8 et la filmographie de Francis Ford Coppola, en attaquant parmi les films que je connaissais pas trop de Francis Ford Coppola, à savoir The Outsider. Alors The Outsider, ça se situe à un endroit assez particulier de la filmographie de Coppola, c'est que ça sort juste après Coup de cœur. Coup de cœur, c'est le gros film de Coppola qu'il a fait après Le Parrain, Conversation secrète et Apocalypse Now. Et il s'est endetté à mort pour ce film qui a complètement bidé. Et à partir de là, il devait rembourser ses dettes, donc il devait faire des films beaucoup moins ambitieux. Et le premier film à être sorti de cette période-là, c'est The Outsider. Alors certes, c'est effectivement un film beaucoup moins important que les films que je vous ai cités précédemment. Mais c'est un film qui est très humain, parce que du coup, il a dû réduire cela, et donc il a voulu filmer l'humain dans des petites villes d'Amérique. On pourrait dire que c'est une sorte de revisite de West Side Story, parce que c'est la confrontation entre deux clans, il y a deux gamins qui vont merder à un moment, et justement, à partir de là, le film va encore plus s'exporter en allant carrément à la campagne, et en suivant pendant 20-30 minutes un petit peu comment vont vivre ces petits jeunes. Et je sais pas, il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé dans cette manière de filmer l'adolescence. Une adolescence qui est seule, qui est vraiment abandonnée. Vraiment, les jeunes dont je vous parle vivent sans leurs parents ou alors ont de très mauvaises relations avec eux. Donc, ils ne vivent qu'en bande de jeunes. Et aussi, un des gros points forts du film, c'est qu'il arrive à vraiment nuancer les personnages, à vraiment bien les construire. Il y a deux personnages que j'ai beaucoup aimés. Il y a Dallas, interprété par Matt Dillon, et Darry, interprété par Patrick Swayze. D'ailleurs, si vous connaissez pas le film, allez checker le casting, c'est assez fou. En fait, c'est deux personnages qui, de prime abord, tu te dis ils sont un peu violents, ils sont un peu lourdeaux, et spoiler alert, c'est le cas. Mais il y a vraiment une gentillesse et une loyauté qui va transparaître à travers le film, et tu vas assez vite t'attacher à eux. Et je trouve que ça, c'est vraiment très très fort. Donc voilà, c'est un film mineur certes, mais c'est un beau film, c'est un bon moment. Je l'ai vu en version longue, je tiens à préciser, donc je vous encourage à la découvrir telle quelle parce que vraiment je vois pas qu'est-ce qu'il faudrait enlever. Je sais que Francis Ford Coppola a rajouté 20 minutes. Quelles sont les 20 minutes qu'il a enlevées pour la version ciné? Mais voilà, c'est beau, c'est sombre quand il faut, parce que bon voilà, le film des fois va aborder des sujets assez graves, notamment par rapport à un point pivot qui arrive au bout d'une demi-heure de film. Mais voilà, c'est très doux, et des fois on n'en demande pas plus à un film, et quand c'est bon, et puis voilà. Ça, c'est de la critique.
En numéro 7, nous avons un film que j'attendais pas mal, et je sais pas trop pourquoi, c'est Revenge de Coralie Farja. Alors là, c'est pas la peine de vous dire sa filmographie, c'est son premier long métrage, deuxième premier long métrage que je vois du coup du rattrapage. C'est un Rape and Revenge, son titre parle pour lui, donc trigger warning viol, c'est que une femme se fait violer et ensuite elle va se venger auprès des violeurs ou de son entourage. Je tiens à préciser, je n'ai vu quasiment aucun Rape and Revenge, si ce n'est peut-être mon premier. Donc ça va être compliqué de dire si le film est forcément original dans sa manière de le traiter. Mais ce qui est cool, c'est que j'ai l'impression que le film a conscience qu'il ne va pas révolutionner le genre. Et donc, en termes de scénario, c'est extrêmement entendu. C'est-à-dire qu'au bout d'une demi-heure de film, je savais qui c'est qu'elle a affronté, dans quel ordre, et même où allait se passer la scène finale, contre qui, comment ça allait se passer. Enfin, c'est quelque chose de très attendu. Mais c'est pas du tout ce que je lui demande. Moi, ce que je lui demande au film, c'est avec ce postulat extrêmement simple, comment tu joues avec ta mise en scène. Comment tu vas jouer avec tes personnages, avec l'horreur, avec le gore. Et alors là, le film, il y va. C'est simple et droit, ça va en ligne droite. Alors c'est 1h40, ça passe très vite, il n'y a aucun temps mort. Peut-être, je sais pas, t'aurais pu enlever, faire moins d'1h30 pour que ça soit encore plus incisif, mais franchement les 1h40 passent très vite et tu restes accroché. Et c'est organique, c'est viscéral, c'est gore, c'est sanglant. Genre, vraiment, c'est un film qui, quand il veut faire mal, il fait mal. Et c'est hyper jouissif, c'est très agréable. Et en plus, ce qui est super, ça va vouloir parler de la banalisation envers les violences sexistes et sexuelles et la manière dont les autres vont interagir. Enfin, vraiment, il y a une sorte de banalisation, notamment sur face au viol et comment les autres personnages vont réagir. Il y a vraiment une vraie tension, notamment sur la scène qui précède, encore une fois, trigger warning, le viol. Et voilà, et aussi c'est un moment où la réalisatrice n'est absolument pas voyeuriste, c'est qu'elle va le filmer, mais toujours de manière détournée, encore une fois, surtout pour montrer la réaction des autres et pas tant de la protagoniste, parce que on sait que c'est grave et on n'a pas forcément envie de subir en même temps qu'elle, notamment pour d'autres personnes qui ne voudraient pas que ça leur remémore certains souvenirs. Et donc le film est déjà assez malin par rapport à ça. Moi, là où ce que je peux avoir une limite, alors en dehors de son scénario, c'est surtout au niveau du personnage du violeur. C'est que juste avant, c'est une grande menace. Alors c'est pas genre un monstre, etc. C'est juste quelqu'un qui te met extrêmement mal à l'aise et tu sais que ça va mal se finir. Et une fois que ce postulat-là a été atteint, il devient risible, il devient cartoonesque. Alors moi ça me dérange pas quand on vient se foutre de la gueule, même c'est plutôt une bonne idée parce que ça permet de, justement, je vous disais, c'est pas un monstre, ça permet justement de déconstruire cette idée de c'est un monstre. Non, malheureusement ce sont des hommes, et la plupart du temps des proches, donc c'est cool de dire non, c'est pas l'inconnu dans la rue, c'est un gars, ça peut être un ami ou autre. Mais c'est vrai que le transformer jusqu'à ce point-là, où c'est limite, il est dans un surjeu constant, il est très comique. Alors, je vais pas dire qu'on le prend à pitié, mais des fois, on n'en est pas loin. Je me dis, je sais pas. Je sais pas s'il fallait pousser le curseur jusqu'à ce point pour faire un basculement dans le personnage. Parce que là, vraiment, elle y va très loin. Mais à part ça, c'est un film qui fait exactement ce qu'on lui demande. Il va en ligne droite, il est violent, il est gore, et il est génial par rapport à ça. Donc voilà, si vous l'avez pas vu, allez le voir, c'est vraiment un super moment. On parlait tout à l'heure de Francis Ford Coppola. J'ai rattrapé sa première Palme d'Or, The Conversation, Conversation secrète en français, sorti en 1974. Ce qui est vraiment super avec Conversation secrète, c'est qu'il ne sort pas à un moment anodin. Alors, oui, vous le savez peut-être, Francis Ford Coppola a déjà dit que non, ça n'a pas vraiment de rapport, mais quand même, hein, on sort en plein moment où il y a le Watergate, au moment où l'Amérique est actuellement en train de vivre une grosse paranoïa et ça va vraiment énormément impacter plein de films, notamment les films du Nouvel Hollywood, qui vont énormément parler de complot, de journalistes, de surveillance, d'espionnage, tout ça, etc. Et là, ce que va filmer Francis Ford Coppola, c'est un homme. D'ailleurs, sur une super scène d'introduction de 20 à 30 minutes, un homme qui va espionner la conversation de deux personnes, de deux passants dans un parc. D'ailleurs, d'où le titre The Conversation, parce que tout le film va traiter que de cette conversation. Alors la scène est géniale, vraiment, la mise en scène est millimétrée, le plan d'introduction, c'est un énorme zoom qui passe de tout le parc à juste les deux personnages qui filment, et il le filme de très très loin, comme s'il filmait d'un building. Et vraiment, ça prend 2, 3, 4 minutes peut-être à faire ce zoom.
Donc déjà, ça commence vraiment grandiose. Et ensuite, ce personnage va écouter, puis réécouter, puis réécouter, puis réécouter, puis réécouter, réécouter, complètement devenir fou. Et justement, en fait, ça symbolise totalement la paranoïa dans laquelle était l'Amérique. Là, on le filme à travers un personnage, et là, c'est un personnage qui vraiment est paranoïaque, ressent les choses. C'est d'ailleurs pour ça où là, le côté symbolique est bien utilisé. Et du coup, le film, c'est une sorte de thriller paranoïaque où cet homme va s'enfermer là-dedans et jusqu'à être complètement seul. C'est un personnage très seul qui va être rongé par son obsession de la vérité, de l'espionnage et des machines, hein. Il est toujours en train de chercher à droite à gauche comment ça fonctionne, comment capter le son, toujours à se dire est-ce que je suis pas dans un piège? Où est la vérité? Est-ce que ce que je pense au premier abord est réellement ce que je pense? Bref, c'est un film qui va toujours essayer de questionner le rapport au son, aux images et à ce qu'on va croire de ce qu'on est en train de voir. C'est absolument passionnant. Le seul petit défaut, c'est qu'il y a effectivement un petit ventre mou au milieu qui, alors déjà pour moi, n'est pas anodin, enfin n'est pas hors du film parce que justement ça vient appuyer encore plus sa solitude et son obsession. Et surtout, bah, le début et la fin sont vraiment grandioses. Certes, en termes de rythme, c'est un petit peu bâtard, mais par contre, en termes d'efficacité et en termes de propos, bah, c'est absolument génial. Donc, je trouve que c'est une Palme d'Or entièrement méritée. Et en plus, si tu le recontextualises, c'est un film qui prend vraiment une ampleur et une saveur particulière. Donc voilà, Palme d'Or entièrement méritée, classique vraiment absolu. C'est un film qui vaut le coup d'œil et qui est à la hauteur de sa réputation. On entame le top 5 et je suis très content avec en cinquième position Les Amants du Pont-Neuf de Léos Carax. C'est compliqué parce que c'est le film sur lequel j'ai le moins de choses à dire parce que c'est juste un film que j'ai énormément aimé. C'est un film que je voulais voir depuis des années. Léos Carax, j'aime beaucoup Annette, j'ai plus de mal avec Holly Motors. Là, franchement, je me retrouve face à un film qui, bon, en plus, a eu des galères de budget et tout ça, mais on vient pas parler de ça. Là, en fait, juste, il veut filmer l'histoire de deux inconnus qui vont apprendre à s'aimer autour d'un pont qui est détruit. C'est le pont neuf qui est pas détruit mais qui est en mauvais état et qu'il faut retaper. Bon, ça symbolise nos personnages parce que c'est deux personnages abîmés, comme le pont. Genre, ils sont abîmés physiquement, ils sont abîmés mentalement, ils sont abîmés moralement. Ce sont tous les deux des sans domicile fixe. Et ils vont apprendre à s'aimer. Et il y a quelque chose de très tendre dans la manière dont Carax va filmer justement ces personnages. On sent qu'il les aime, on sent qu'il leur veut énormément de bien, et même ces personnages vont se faire du bien entre eux. Donc c'est une petite bulle de réconfort face à pas l'atrocité de la vie. Le film n'est pas aussi pessimiste, mais il en est quand même pas loin. Ils vivent pas dans un contexte facile, donc autant s'aimer. Alors le film a ses hauts et ses bas. Il y a une tristesse, une mélancolie qui va vraiment accompagner tout le film, notamment au niveau des personnages surtout celui de Juliette Binoche. Je trouve que c'est vraiment le personnage le plus triste de l'histoire. C'est vraiment beau, quoi. Comme je l'ai dit, c'est compliqué à dire. Si je devais rajouter deux, trois petites choses, il y a des envolées. Et encore une fois, c'est trop bien. Notamment la scène du pont avec les feux d'artifice. Bah, elle est trop belle, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et tout le film est saupoudré d'une sorte de petite poésie romantique qui accompagne tout le film. Bref, c'est un très beau film, c'est très mignon, c'est dur et doux à la fois. Franchement, regardez-le si vous ne l'avez pas vu, c'est une très belle comédie romantique. Le top 4, c'est un film que j'ai absolument pas vu venir et c'était aussi un film que je pensais pas que j'allais pouvoir voir parce qu'en fait pour tout vous dire, tous les films dont je vous parle depuis tout à l'heure, quasiment tous en fait, sont des films que j'ai empruntés à la médiathèque et j'avais emprunté notamment le film Mi-Mal de Paul Schrader qui est un film que je veux voir depuis des années. Spoiler alert, le DVD n'a pas fonctionné donc j'étais un peu vénère parce que c'était un film que je voulais très voir. Donc, bon, bah, j'ai pris l'autre DVD que j'avais sous la main, c'était Fragile d'Emma Penestan. Bah, quelle magnifique surprise. Alors, c'est peut-être parce que je m'attendais absolument à rien que j'étais complètement saisi par le film. J'adore ce genre de film où j'ai l'impression de faire partie d'une bande d'amis. J'ai l'impression d'être avec eux et surtout qu'eux ont toujours été là. Alors pourquoi je dis ça? C'est parce que la réalisatrice vient de Montpellier et le film a été tourné à 7, donc c'est-à-dire à peine 1 heure en voiture. Et ça se sent, et c'est un truc que je trouve vraiment agréable quand tu sens que un réalisateur retourne là où il a vécu. Ben, comme je vous ai dit avec Paolo Sorrentino, alors là ça va pas le sublimer, mais c'est juste que tu sens que elle vient du coin. Donc elle va filmer le bord de la mer, elle va filmer la cité, la côte, les ponts, les places, les gens qui y vivent. Et il y a un côté très
sincère, c'est très simple. Ce sont des détails et justement, le fait que ce soit des détails, c'est j'y crois, c'est vivant, c'est je sens que je suis dans une réalité, je sens que je fais partie du lieu et non seulement je le crois à travers le lieu qu'elle va filmer, mais je le crois aussi à travers les personnages qu'elle va filmer. Alors certes, la réalisatrice va user de stéréotypes, que ce soit tant dans l'humour que dans les personnages. Des fois, tu dis, bon, je sais que ce personnage n'existe pas, qu'il est là que pour me faire rire, ou je sais que cette situation n'a que pour but de d'amener à une chute, d'amener à ça. C'est, je ne crois pas ni au timing, ni au fait que cette scène arrive là à ce moment-là. Mais elle va toujours le compenser par déjà un amour des gens qu'elle va filmer. Tu sens qu'elle a de la bienveillance envers les gens qu'elle filme et envers ses, envers leur interaction. C'est que vraiment cette bande de potes, j'y crois dur qu'en fer. J'ai vraiment l'impression que ce sont des amis dans la vraie vie. Et au niveau du scénario, encore une fois, c'est en dehors des stéréotypes, c'est un scénario assez attendu. Tu vas pas être surpris. C'est un film qui va parler d'une rupture, pas vraiment rupture, comédie romantique. Bon, tu vas assez vite capter comment ça va fonctionner. Mais je sais pas, il y a un côté déjà très agréable à suivre. Et puis, bon, j'ai pas vu Maktub My Love Quantum Uno. Tu sens grave la vibe de ce film dans Fragile. D'autant plus que la réalisatrice a été monteuse de Maktub My Love. Et ça se ressent. Enfin, il y a vraiment quelque chose de l'été, l'innocence, la simplicité des relations, filmer le bord de la mer. Pas les premiers amours, mais vraiment la naissance du désir. C'est très agréable, c'est très mignon. Et aussi, c'est très drôle. Notamment une mention spéciale pour Guillermo Guiz, qui a un tempo comique, qui a des mimiques qui sont mais parfaites, qui m'ont fait énormément rire. Voilà, donc même si des fois les vannes sont entendues, bah, quand elles tombent à pic, quand elles sont bien exécutées, bah, ça fait mouche direct. Donc voilà, c'est vraiment probablement le film moins connu de la liste. Ah non, 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 il y a encore moins connu, je pense. Mais voilà, donc du coup, Fragile d'Emma Benastan. Découvrez-le si vous en avez l'occasion, c'est vraiment super. Et j'en profite pour dire que j'ai vraiment hâte du coup maintenant de découvrir son prochain film, Animal, qui me semble-t-il fait la fermeture de la semaine de la critique. Bah, j'ai bien hâte. On continue avec une autre réalisatrice, une réalisatrice que j'aime beaucoup pour un de ses films, American Honey, à savoir Andrea Arnold, avec son film Les Hauts de Hurlevent. Il est dans le top 3, donc à partir de là, il va y avoir beaucoup de superlatifs, mais c'est vraiment un film que j'ai trouvé sublime. Et aussi, l'autre point fort, c'est qu'il y a un vrai travail sur l'univers. Je ressens l'endroit où se trouvent ces personnages. Il y a un vrai travail sur l'ambiance, notamment parce que le film va énormément être dans la contemplation, en filmant la nature, qui est sauvage, on va dire. Il y a un côté très sensoriel et organique. Je ressens alors tant la peau des personnages que la terre sur laquelle ils piétinent, l'herbe, le mur qui frotte, le bois. Enfin, il y a quelque chose où tout me paraît vraiment palpable. Et je trouve que c'est une des très grandes forces du film, qui en plus de vraiment filmer ce lieu, bah encore une fois, ça ressemble un petit peu à ma critique précédente, mais dans une autre approche, on va dire, avec aussi sa caméra qui est très proche des personnages pour capter leur émotion et pour filmer la relation qui se trouve entre, du coup, leur dynamique. Alors c'est l'adaptation d'un bouquin que j'ai pas lu, d'une des sœurs Brontë, donc je ne sais pas ce qu'il faut par rapport à l'adaptation. Pour avoir lu à droite à gauche, je sais que beaucoup trouvent que c'est une très bonne adaptation. Je trouve que c'est un très bon film. Ce qui est cool aussi, c'est qu'il y a très peu de dialogue. Donc vraiment, ce qu'on veut, c'est filmer ses regards, filmer ses silences, cette brise qui va souffler le long de la côte. Voilà, donc je me répète, et en plus il commence à faire tard, mais c'est génial. C'est vraiment un super film. Les Hauts de Hurlevent, et en plus, vous avez un petit peu de chance, le film est disponible sur France Télé de souvenirs. Je mettrai le lien dans la description si vous voulez le découvrir. Voilà, c'est lent. Attention, hein, comme je vous ai dit, c'est un film contemplatif. Moi, j'ai complètement accroché. Donc voilà, et j'espère que ce sera pareil pour vous. On arrive aux deux derniers films. Je vais rester plus longtemps sur le second que le premier, parce que le premier, j'en ai déjà parlé dans le podcast. Je vous ai parlé tout à l'heure qu'on reviendrait avec Oliver Stone. Et bien en 91, Oliver Stone n'a pas sorti que le biopic The Doors. Il a aussi sorti peut-être son meilleur film, en tout cas le meilleur film de cette sélection. Il a sorti JFK, le film qui revient sur l'assassinat du président et un petit peu, est-ce que
la version qui nous est cantée, c'est vraiment la vraie. Et comment Jim Garrison, un procureur de la Nouvelle-Orléans, va se dire il y a anguille sous roche, je vais mener mon enquête. Alors, déjà, c'est un film qui est très long, c'est un film qui fait 3 heures sa version ciné de souvenirs, et du coup j'ai eu le bonheur de la découvrir en version Director's Cut, donc 3h15. C'est un film extrêmement dense. Genre, ça parle tout le temps, et surtout, c'est que non seulement c'est dense, mais c'est aussi très confus. Alors, ça va être une excuse un petit peu à deux balles, mais je trouve que c'est une excuse qui fonctionne, et surtout que le film le prouve par derrière que c'est vraiment son excuse, c'est que c'est un film qui est très confus durant sa première heure et demie, tout comme l'était l'enquête. Parce que les informations arrivaient au compte-gouttes, arrivaient de différentes sources, ça revenait sur plein de personnages, alors c'est hyper dense, c'est hyper complexe. Vraiment, pendant un moment, tu ne comprends rien à ce qui se passe. Tu te dis, mais attends, ce personnage, il correspond à quoi? Qui est cet homme? Attends, ce qu'on vient de dire il y a 2 minutes, ah ça veut dire ça, puis scène d'après, ah non pas du tout, j'ai compris l'exact opposé de ce que veut me raconter le film. Et le film, il trace droit, il va pas te faire des petits moments en disant, bon, petit topo, où est-ce qu'on en est? Mais après, au bout d'1h30 de film, le personnage interprété par Kevin Costner va faire une rencontre qui va lui remettre les choses au clair, qui va lui dire vous êtes sur le bon chemin, ce qui s'est passé c'est ça, ça et ça, maintenant je vous laisse essayer de continuer de mener votre enquête pour vous rapprocher un petit peu de ce qui s'est passé avec JFK. Et à partir de là, le film va commencer à devenir un peu plus clair, et surtout, il va y avoir cette scène de procès qui est géniale, qui va tout réexpliquer de manière extrêmement limpide, et surtout, cette scène de procès, pour moi, et elle est symptomatique de ce que ce film va faire, qu'il est bien mieux qu'un autre film dont j'avais chroniqué plus tôt sur cette chaîne, à savoir Une affaire de principe, qui était aussi un film dense, c'est que ce film a un point de vue. Non seulement celui de son procureur, hein, Jim Morrison, donc déjà, Jim Morrison, pas du tout. Jim Garrison, donc déjà, il a un point de vue, et surtout, donc, il a le point de vue de son personnage principal. Donc déjà, à partir de là, on va pas changer de point de vue toutes les 15 minutes. Et aussi, il y a le point de vue de son réalisateur. Son point de vue de réalisateur, donc Stone, qui là, enfin, c'est ça que je cherche moi chez Stone. Moi, je cherche pas qu'il me raconte juste comment un gars, il vit mal. Moi, je veux que Stone, il me dise pourquoi le gouvernement, c'est de la merde et pourquoi il faut le critiquer. Je grossis le trait, mais Stone, c'est toujours quelqu'un qui est très critique avec les institutions et notamment le gouvernement. Et là, à travers ce film, non seulement il va réellement dépeindre un portrait de l'Amérique, cette Amérique qui est face au choc des images, de ses choix, de la tension politique dans laquelle s'inscrit tout cela, mais surtout, c'est un film qui, plus que tout, veut défendre le fait que nous avons le droit à la vérité, nous avons le droit à la justice, et il faut faire attention à ce que des manipulations, le mensonge, et que le gouvernement ne puisse pas s'en sortir aussi facilement qu'il pourrait. Et c'est ça qui est super, hein. C'est que c'est vraiment un film qui, à travers la grandeur de son histoire, et même s'il nous perd un petit peu, il va toujours vouloir défendre un truc, c'est on a le droit de connaître la vérité. Il ne faut pas laisser le gouvernement laisser dicter sa vérité, mais la vraie vérité. Bref, et à partir de ça, c'est un film qui, malgré toutes les divagations qu'il va avoir, vu qu'il a ce point de vue à défendre, il va toujours rester sur des rails. Certes compliqué à suivre, mais au moins tu comprends ce dont veut parler le film. Et encore une fois, la scène de procès qui est d'une limpidité où tu comprends absolument les 2 heures que tu viens de voir précédemment. Bref, voilà. Kevin Costner, en plus, c'est génial dans le film. Donc, non, voilà, c'est génial. Et aussi, putain, c'est vrai, j'en ai pas parlé. Le montage est fabuleux. Que ce soit ce mélange de prise de vue réelle, d'images d'archives, ou ce montage extrêmement cut, qui des fois nous perd, mais aussi il y a une précision là-dedans, et même de souvenir, le film a gagné un Oscar par rapport à son montage, et c'est entièrement mérité. Et aussi sa photographie de souvenir, ce qui là est un peu plus étonnant, mais soit. Mais bref, voilà. Donc c'est un très 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 grand film, c'est un merveilleux film, je vous encourage vraiment à le découvrir. Encore une fois, si vous pouvez, dans sa Director's Cut, qui rajoute beaucoup de scènes, justement pour, encore une fois, plonger dans une certaine parayona. Bref, c'est vraiment super. Et enfin, pour ce très court épisode, nous finissons avec le top 1. J'en ai déjà parlé ici, donc je vais pas rester trop longtemps.
c'est Marin de montagne de Karim Aynouz, son dernier documentaire qu'il avait fait avant Le Jeu de la Reine. Si vous découvrez à partir de là, je vais résumer, en fait c'est grosso modo Karim Aynouz qui, après le décès de sa mère, quelques temps après, va décider de retourner sur les traces de son père qu'il n'a jamais connu, c'est-à-dire en Algérie et plus particulièrement en Kabylie. C'est un documentaire qui se veut être, du coup, qui est à la première personne, mais qui est extrêmement beau, extrêmement sincère. L'histoire en elle-même est pas révolutionnaire. Retourner sur les traces de son père, retourner sur les traces d'une enfance qu'on n'a pas eue, c'est pas l'idée de fou. Et puis même, on pourrait croire que c'est un truc assez égocentrique. Et pourtant, il arrive à toucher juste avec, justement, comme je vous ai dit, cette sincérité, le fait de jamais se mettre en avant, mais de toujours mettre en avant les gens qu'il va rencontrer. Et surtout, il y a ce qu'on va dire une sorte d'emballage. Le film va énormément orgner vers le côté expérimental dans sa forme. Il va mélanger les différentes sources d'images à travers l'image de sa caméra, de son téléphone, des photos, des images d'archives, de diaporamas. Et puis, à travers tout ce côté expérimental, il y a vraiment une force émotionnelle qui va en ressortir. Et il y a toute cette lettre, cette magnifique lettre qu'il est en train de conter à sa mère pour parler de son voyage vers son père. Voilà, il y a de très très belles réflexions. C'est juste mon film préféré, c'est celui qui m'a le plus touché, c'est celui qui a fait le plus écho en moi. Voilà, j'en parle assez peu parce que comme je vous ai dit, j'en ai déjà parlé dans Discussion sur la croisette. J'ai parlé un peu plus et surtout, si ça vous intéresse, j'ai eu le bonheur de discuter avec son réalisateur. Voilà, il y a une interview de 50 minutes qui se rencontre avec Karim Aynouz et on revient du coup sur le film, sur sa création et on revient d'ailleurs sur le film qu'il va présenter à Cannes. Voilà, moi qui voulais que ça dure 20 minutes, finalement ça en dure 50 au niveau de l'enregistrement. Mais au moins, voilà, je vous ai parlé de ces 14 films. Et j'espère que ça vous donnera envie de les découvrir si vous ne les avez pas déjà vus. Nous, comme je vous ai dit, on se retrouve tous les jours avec des épisodes plus courts, je vous rassure. Hein, on parlera quand même de 2 à 3 films par épisode, donc ce sera plus simple. J'espère que cet épisode vous a plu. J'espère que les épisodes qui vont suivre vous plairont. Et moi, je vous souhaite de bonnes semaines. Et si parmi vous, il y en a qui vont être à Cannes ou qui sont déjà à Cannes, je vous souhaite un très bon festival. Et pourquoi pas s'y croiser là-bas. Allez, salut! Oh, monde de merde. Ouais, moi aussi j'ai bien envie de le dire, monde de merde.